Salut. Oui, je sais, ça fait bizarre de se retrouver après seulement 7 mois depuis la dernière vidéo. Allez, on enchaîne. Salutations à tous ceux qui profitent bien de leurs vacances. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. Aujourd'hui encore, je vais pas te faire un exposé sur l'histoire du Japon en général. Il y a les docu-RT pour ça. Et de toute façon, il y a tellement de choses à dire dessus qu'il faudrait y consacrer une chaîne à part entière. Et j'ai pas spécialement le temps de le faire. Voilà. Par contre, ça m'intéresse, donc si vous avez une chaîne à me conseiller, dites-le moi dans le commentaire. Ça m'intéresse. Voilà. Oui. Dans l'épisode précédent, on a rapidement fait le lien entre le Japon présenté dans Gintama, celui de l'ère Edo et celui d'aujourd'hui. Dans les grandes lignes, l'inspiration de Sorachi pioche à différentes époques des personnages, des lieux, des circonstances bien réelles. Et si tu as suivi un minimum le manga, tu as bien compris qu'une grosse partie des personnages ont réellement existé. A priori, il y a 4 types de personnages dans le manga. Ceux qui sont issus de personnes réelles vivant à l'époque d'Edo ou antérieure, ceux issus du folklore japonais ou d'autres contes ou récits fictifs. La légende du roi singe pour Sangoku dans Dragon Ball, voilà, c'est l'exemple que tout le monde comprend. Les personnalités publiques actuelles qui sont tournées en dérision avec des gags que seuls les japonais peuvent comprendre. Et enfin, les personnages créés par l'auteur lui-même pour son manga. Alors on va pas parler des 3 derniers, car les personnages issus du folklore japonais et des mythes, ce sera le sujet de la prochaine et dernière vidéo de cette grande trilogie sur les références historiques. Et les personnalités du showbiz dans le Japon actuel, on a un peu rien à péter. En tout cas, moi je m'en fous. Et les personnages créés par le mangaka, ils ont rien de plus à apporter que ce qu'ils racontent. Voilà. Par conséquent, cette vidéo contient du spoil. Mais bon, ça fait plus de 100 piges que ces gens sont morts, donc ça devrait aller. Trêve de conneries, certaines destinées funestes pourraient te spoiler sur le destin de tel ou tel personnage, donc dans ton intérêt, il vaudrait mieux que tu sois à jour. Ou si comme moi tu t'en fous, on passe direct à la suite. Ce zoom n'a aucun sens. On commence déjà par du très lourd. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, je reviens rapidement sur l'organisation du Shinsengumi en elle-même. Le Shinsengumi est une organisation militaire, principalement composée de Ronin, des samouraïs sans maître, qui assure la protection de la population dans la période entre 1864 et 1869. On y dénombre 10 divisions, comme dans le manga, et le groupe est dirigé par Kondo Isami, soit l'homologue du gorille qu'on connaît. Alors que le vice-commandant qui a établi le règlement très strict de la caserne n'est d'autre qu'Hijikata Toshizo, qui n'aiment pas plus la mayonnaise que les traîtres acérants. Le groupe a connu beaucoup de troubles en interne, et malgré leurs exploits, la guerre civile qui entame le début de l'ère Meiji, appelée guerre de Boshin, détruisait le groupe par le biais de conspirateurs de tous bords. Le pouvoir était revenu à l'empereur, les fidèles au shogunat ne pouvaient que disparaître. Dans ce contexte-là, c'est pas difficile d'imaginer que nos personnages préférés n'ont pas eu une fin heureuse en soi. D'abord Kondo. Capturé par l'armée impériale suite à sa défaite dans la bataille de Toba Fushimi, il est décapité sur la place d'exécution car il est né roturier et n'avait donc pas le droit de s'ouvrir le ventre, contrairement à l'élite. Ah, le Japon. Il est intéressant de noter que bien que le destin du personnage de Kondo soit très différent dans le manga, un clin d'œil de l'auteur est glissé lors d'un rêve d'Hijikata qui voit la tête de son commandant sur la place publique, ce qui renvoie directement à sa véritable exécution. Concernant Hijikata Toshizo, il était bien connu comme le vice-commandant démoniaque, pour sa dureté vis-à-vis de ses hommes quant au respect du code des guerriers. Il est relativement reconnu qu'il a choisi de rester célibataire toute sa vie, malgré ses quelques fréquentations. Pour la même raison qu'il aborde dans l'anime devant Mitsuba, il craignait que sa situation de danger permanent ne détruise des vies innocentes. Néanmoins, ce qu'on pourrait prendre pour un simple gag dans le manga quand on le voit charmer des filles par inadvertance n'est pas un simple délire de l'auteur. Il avait un certain succès auprès de la gente féminine. Après la dissolution du Shinsengumi, Hijikata est le dernier membre important à mourir lors de la bataille de Hakodate d'un coup de feu. Sa mort est souvent citée par les historiens comme celle qui marqua la fin du Shinsengumi. Alors concernant Okita, il y a moins de choses à dire que sur les deux autres, étant donné qu'il n'avait pas un rôle aussi marquant que ces derniers au sein de l'organisation. Mais il y a quand même quelques anecdotes intéressantes. Pour commencer, c'était bien un jeune prodige au sabre, qui aimait plaisanter, contrairement à Hijikata, et qui se montrait très sérieux dans les combats, à l'image du Sugo qu'on connaît. Rien ne témoigne vraiment qu'il ait été un sadique, ou même qu'il entretenait une haine quelconque vis-à-vis de son supérieur, mais sa loyauté pour Kondo était totale, au point que personne n'a voulu lui annoncer sa mort lorsque ce dernier souffrait de la tuberculose sur son lit de mort. C'est d'ailleurs cette maladie qui viendra au bout du jeune capitaine de la première division, comme Mitsuba dans le manga, bien que le nom de la maladie ne soit jamais cité. Il était connu comme exécuteur de traîtres, comme on peut le voir dans l'arc de la crise du Shinsengumi. La plupart des autres membres du Shinsengumi ont réellement existé, mais il n'y a pas tant de choses à dire dessus qui nécessiteraient d'en faire une vidéo de 45 minutes. Donc je vais abréger un petit peu. Désolé. Yamazaki meurt par blessure lors de la bataille de Toba Fushimi. C'était un espion qui avait la confiance absolue de ses supérieurs.
Saito a survécu au Shinsengumi et il est mort à 71 ans d'un ulcère à l'estomac. Le saké avec modération. C'était effectivement un gars sympathique qui assassinait tous ses collègues déserteurs, au point d'être craint et haï par le groupe. Malgré tout, son talent en sabre égalait celui d'Okita. Nanosuke a passé une bonne partie de sa vie antérieure au Shinsengumi comme domestique et était maltraité par ses seigneurs. Il finit par quitter le Japon après la dissolution de son groupe pour finir sa vie dans le banditisme. Matsudaira Katamori a eu, comme tu t'en doutes, un rôle très difficile à assumer dans la période de troubles qui mène à l'ère Meiji. Il est connu pour avoir tenu un rôle de premier plan dans le maintien de la paix à Kyoto, et non à Edo comme dans Gintama, comme commissaire militaire, traduit en chef de police dans le manga. À titre de comparaison entre manga et réalité, là encore, j'ai pas trouvé grand chose à dire, si ce n'est qu'il est bien le responsable de la création du Shinsengumi, même s'il n'a pas connu le même destin tragique. En effet, lorsque la guerre civile s'est arrêtée au Japon et que le gouvernement de Meiji s'est mis en place pour de bon, une majeure partie des grosses personnalités politiques de l'époque furent assignées à résidence, pour profiter d'une retraite plus paisible que celle des Ronin et des autres roturiers qui avaient fini exécutés. Ah, le Japon. Encore et toujours. Ça t'a sûrement pas échappé que je n'ai pas fait mention du rôle du Shinsengumi dans les grands arcs du manga. Donc on va en faire un petit condensé. L'arc des adieux du Shinsengumi comporte pas mal de clins d'œil à la réalité, mais propose sa propre version des faits. Comme j'ai déjà dit, Kondo n'a pas pu être sauvé, et Hijikata en sera affecté à tout jamais, et ce qui reste du Shinsengumi se ralliera aux rebelles, pour finir, bataille après bataille, par disparaître. La bataille sur l'île de Kokuju témoigne du chaos de la guerre de Boshin. Là où c'est intéressant de rebondir, c'est sur la prétendue rivalité opposant le Shinsengumi au Mimorigumi. Cette rivalité pourrait trouver une explication si on la compare aux événements historiques. Le Shinsengumi, composé de Ronin, donc de samouraïs paysans, je mets les guillemets, et le Mimorigumi, composé de samouraïs de la haute société, l'élite, ne se sont jamais directement affrontés. À l'exception d'une petite affaire, le genre d'affaire qui a fait voler la tête de Kondo d'ailleurs. C'est l'assassinat de Ryoma Sakamoto. Oui, le Sakamoto qu'on connaît et qu'on adore, qui a fondé le Kaentai et qui a beaucoup œuvré dans la marine impériale ainsi qu'en tant que négociateur, a été lâchement assassiné dans une auberge et c'est le Shinsengumi qui a été accusé. Je dis accusé car un certain Imai Nobune, qui est en fait un mec, voilà, a revendiqué cet attentat au nom du Mimorigumi, mais bon, c'était trop tard, Kondo était déjà mort. Pour rien. C'est peut-être pour ça que l'auteur a fait de Nobume une petite vicieuse qui rappelle beaucoup Sugo dans ses meilleurs moments. Et c'est peut-être aussi pour ça que je l'apprécie autant. Il reste encore l'arc de la crise du Shinsengumi, où Ito Kashitaro tente de détruire l'organisation de l'intérieur. Il y a quelques différences et parallèles à faire. Pour commencer, oui, Ito était conseiller auprès de Kondo et stratège militaire. Kondo l'admirait beaucoup pour son talent, mais il n'était pas aussi naïf que le laisse supposer l'anime. Ito se fait démasquer par un espion envoyé par Kondo et Hijikata, et il finit par se faire tuer par ses camarades alors qu'il traînait ivre dans une ruelle. Beaucoup moins classe que sa rédemption dans le manga. De plus, Ito n'a pas rejoint le Juirishi pour des motifs personnels, comme c'est le cas avec Takasuki, mais bien parce qu'il était élevé, façonné dans ce milieu-là. Du coup, ça fait un peu bizarre de le voir au Shinsengumi qui est affilié au Bakufu, donc au Shogun. Je vais voir ça avec mon historienne, je reviens. Et en bonus, il nous reste Shinpachi Nakagura. Le second du personnage principal, ou premier personnage principal à apparaître dans le manga, était en réalité un capitaine du Shinsengumi. La deuxième division, pour être précis. Après la période Shinsengumi, il est devenu instructeur de kendo, ce qui renvoie à son image de maître de dojo Kodokan dans le manga, et il s'est notamment rendu célèbre pour ses mémoires au sein de la célèbre police militaire. Shinsengumi Tenmatsuki. Faut vraiment que j'apprenne le japonais. Et encore, bonne nouvelle! Il est mort à 76 ans. Pour l'époque, c'est beaucoup. Donc on peut dire qu'il a eu une belle vie. Ouais. Quand on sait que Shinpachi et Shinsengumi ne font qu'un, ça devient beaucoup plus marrant de retrouver tous les clins d'œil disséminés par Sorachi au cours de son manga concernant cette affiliation. La plus évidente, c'est celle où Kondo cherche à s'incruster dans sa famille pour finir avec Otae, et qui n'hésite pas à l'appeler beau-frère. Comparé aux autres membres de l'agence, c'est d'ailleurs le seul membre qui bénéficie d'un traitement de faveur du Shinsengumi sur ordre du gorille. En prenant en compte le fait qu'il ait raconté sa vie au sein du Shinsengumi dans un bouquin de mémoire, ce serait pas impossible de s'imaginer que Sorachi se soit inspiré de ce fait-là pour faire de Shinpachi le narrateur de l'histoire, comme il a été dans sa vie au sein du Shinsengumi. Bon, je sais que la politique c'est chiant à en crever parce que c'est compliqué, mais comme on a tout un tas de personnages issus de ce monde-là, ça va être un peu difficile de passer à côté. Rien n'est bien clair concernant le prédécesseur de Sadasada, si ce n'est qu'il n'a pas supporté la pression des Yamamoto qui venaient investir le pays. Hideyoshi Tokugawa est décédé la même année que l'arrivée de Matthew Perry, remplacé dans Gintama par les Yamamoto.
Son successeur donc, Iesada Tokugawa, qu'on connaît sous les traits de Sada Sada dans le manga, n'était pas vraiment le tyran que Sorachi a présenté, mais il était très fragile physiquement au point que sa seule action, par le biais de ses subordonnés, a été de signer des traités qui ont provoqué la fin de la politique d'isolement du Japon et renforcé la popularité du mouvement Joi. Il est mort après 5 ans de règne. Iamochi Tokugawa, alias Shigeshige, a bien dirigé le pays au début de la période qui nous intéresse, mais il est devenu shogun à l'âge de 12 ans suite à tout un tas d'intrigues visant à écarter à tout prix Yoshinobu, son successeur malgré lui, du pouvoir. Cette vision de lui que nous donne Sorachi, comme un shogun qui s'est fait manipuler toute sa vie, n'est pas tout à fait anodine. Il meurt à seulement 20 ans, soupçonné d'empoisonnement, mais vraisemblablement plus d'une insuffisance cardiaque. Sa petite sœur, Soyo, est probablement inspirée d'une ou de plusieurs princesses qui ont joué un rôle dans cette période sombre, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver assez d'infos pour développer le sujet. Mea culpa. Ou Sumimasen, c'est pareil. Pense que tu veux. Le shogun que je préfère personnellement et dont j'ai lu la biographie romancée, Le Dernier Shogun, qui est vraiment très bien écrit au passage, et qui m'a permis de comprendre 1/20 de la situation de la société japonaise de l'époque. Il y a énormément de clans qui se foutent sur la gueule avec tout un tas de personnages historiques à la clé, donc c'est pas évident de s'y retrouver quand on est totalement novice dans le milieu. Du coup, grâce à Gintama, il y a eu pas mal de moments où en lisant ce bouquin, je me suis dit tiens, ça rappelle tel ou tel personnage ou tel événement. Voilà. C'est toujours intéressant de faire le lien entre la réalité et la fiction. Donc je vous conseille chaudement, voilà, même s'il n'est pas super facile à trouver en ce moment. Donc je parlais du 15e et dernier shogun de l'histoire, qui est une véritable raclure dans la série, du moins à ses débuts, qui répond dans la réalité au nom de Yoshinobu. Nobunobu si t'as pas tilté ou si tu n'es pas encore suffisamment à jour dans le manga. Mais dans ce cas-là, je peux plus rien faire pour toi parce que j'ai dit que j'allais spoiler. Yoshinobu Tokugawa, le shogun de génie, le fin stratège, le gars qui chante de discours comme de chemise, à partir du moment où il arrive à contrôler les actions de tous les seigneurs qui sont sous ses ordres, et qui veulent faire la guerre avec leurs sabres contre les barbares qui, eux, ont des canons et 1000 fois plus d'hommes, de navires et de moyens technologiques. Je vais peut-être briser le mythe, mais après avoir lu ce bouquin, j'en déduis que la grosse majorité des daimyo de cette époque est en grande partie des gros cons. Bon, je schématise, mais vu toutes les arnaques qu'a dû faire Yoshinobu pour empêcher que des boulets ne détruisent le Japon et pour rendre le pouvoir à l'empereur, bah c'est ce mot qui me viennent. C'est difficile de vraiment comparer Yoshinobu avec son homologue du manga, à part quelques traits de caractère comme son côté noble et sa façon de s'exprimer qui démontrent une certaine éducation. Nobunobu ne partage pas vraiment grand chose avec Yoshinobu. Cependant, au niveau de la trace qu'il a laissée dans le manga après sa mort, il s'en est rapproché. Le retour à Edo, 2 ans plus tard, sous le signe de la paix et de l'instauration d'un nouveau régime qui évoque l'ère Meiji, est le fruit du sacrifice de Nobunobu pour un monde meilleur. Oui, d'accord, je sais, c'est un chouïa mielleux. Mais le vrai Yoshinobu a fait exactement la même chose. Sauf qu'il n'est pas mort pour avoir rendu le pouvoir. Mais dans l'esprit du machin, tous ces actes ont contribué à moderniser le pays, et surtout les mentalités. Et c'était pas gagné. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les gros coups de daimyo ? Allez, on va respirer un bon coup après toutes ces infos parce qu'on est loin d'en avoir terminé. Et pour te réveiller, petit cadeau qui va te faire plaisir, on va parler du quatuor du Joerishi. C'est bon ? T'es prêt ? Pour commencer, il t'est apparu que je ne parlais pas du Joerishi, mais du Sonojoi. Dans la doctrine, révérer l'empereur et expulser les barbares. Et ben c'est tout simplement parce que le Joerishi dans Gintama n'inclut pas l'empereur, car il n'est jamais apparu. Donc, Joerishi dans Gintama, Sonojoi dans la réalité. Voilà. Et je sais que je prononce mal les trucs. Ouais. Sur cet interlude, on va évoquer le meilleur personnage comique de Gintama, à savoir Katsura Kotaro. C'est moi qui décide. Point. Katsura Kogoro, ou Kido Takayoshi de son vrai nom, Ce qui laissait déjà présager d'un certain don pour changer d'identité à sa guise. est plus connu dans l'histoire du Japon comme un homme politique qu'un activiste faisant sauter des bombes avec un gars déguisé en pingouin pour tenter de renverser le gouvernement. Mais son évolution dans le courant du Joerishi correspond au vécu de Kido. Pour commencer, c'est un certain Yoshida Shoin, Shoyo pour les intimes. qui va leur enseigner cette philosophie de la révération à l'empereur, à lui et à Takasugi Shinsuke. On reviendra sur lui plus tard. Toujours est-il que Katsura était l'un des grands acteurs de la reconstruction politique du pays après la chute du shogunat. Par exemple, il a été de ceux dont le système de gouvernement constitutionnel américain inspirait le plus, ce qui lui vaudra d'être représenté sous le pseudonyme de Donald Trump après la fin de la guerre contre l'armée de libération. Un parfait exemple où le gag camoufle peut-être bien un clin d'œil plus subtil. Il meurt à 43 ans de mort naturelle, paix à ses cheveux. Pour la petite anecdote, il est intéressant de constater que l'épisode qui introduit le personnage d'Ikumatsu, donc
la tenancière du resto de ramen, a réellement eu lieu. Katsura s'est introduit chez elle par le toit alors qu'il était en fuite. Et ils ont fini par se marier. Ouais, dans vos gueules les fanfics dégueulasses. Tu sais de quoi je parle. Takasuke Shinsaku est plus ou moins l'antithèse de Katsura, un peu comme dans le manga. Là où l'un excelle dans la politique et la ruse, l'autre est un tacticien militaire d'élite, qui est l'un des premiers à s'intéresser à l'art militaire des Occidentaux pour tenter de pallier le retard qu'a le Japon sur le reste du monde. Il a créé le Keitai en rassemblant une masse de personnes issues de toutes les castes de la société pour en faire une milice d'exception. D'abord habité par une volonté très forte de résister face à l'Occident, il choisit de se rabattre sur la lutte contre le pouvoir du shogun, toujours au nom de cette même doctrine qui veut que le pouvoir revienne à l'empereur, qui défendra le pays contre les barbares. Il n'aura malheureusement pas la chance de savourer sa victoire lors de la restauration du Meiji, car il meurt de tuberculose à 28 ans. Et là, si t'es à jour dans le manga, j'en dis pas plus car c'est encore assez récent, mais avec ce que je viens de te dire, il y a moyen que je t'ai filé quelques pistes sur la manière dont il va finir. Et c'est pas bien joujou. Concernant le membre du Keitai, on va aller assez vite. Kawakami Genzai était un célèbre assassin, notamment d'homme politique favorable à l'ouverture du Japon sur le monde. Il s'est fait connaître avec Okada Izo au cours de la période du Bakumatsu, soit la période de trouble qui a mené à la fin du shogunat Tokugawa. Kijima Matabe, c'était un homme, et il n'a rien à voir avec Matako, que ce soit dans son background ou dans son caractère. Désolé, Makoto. En plus, l'actrice qui t'incarne joue excessivement mal. Et le dernier, Takeshi Mpeta, y a rien sur les gosses en pleine puberté. Bande de dégueulasses, je vous méprise. C'est un de ceux qui dirigent le mouvement du Sonoi Joy, c'est un stratège qui donne ses ordres aux assassins qu'on a cités plus tôt. Et il a été condamné au seppuku. Le suicide, c'est vraiment une spécialité là-bas. Pour finir sur la brochette star du jeu Rishi, je vais pas trop m'éterniser sur le personnage de Ryoma Sakamoto, qui vaille la peine que la vidéo dure 3 plombes, à part que c'était un grand négociant et négociateur. Qu'il aimait les bateaux au point d'être à la tête de la marine impériale japonaise, et qu'il est mort comme un caca dans l'épisode où Kondo perdait la tête. Littéralement. Le cas de Yoshida Shoin est un peu plus intéressant à traiter, car le personnage de Shoyo est assez mystérieux tout au long du manga. Yoshida Shoin peut se vanter d'avoir instruit et inspiré un grand nombre de têtes pensantes qui mèneront la politique du pays après la chute du shogunat. Dans les faits, c'est autant un intellectuel qui enseignait aux enfants le Sonoi Joy qu'un aventurier intrépide prêt à monter sur les navires ennemis pour en apprendre plus sur eux. Et quand il se fait arrêter pour ses actes à de multiples reprises, au lieu d'attendre dans sa cellule, il va continuer à organiser sa petite rébellion, grâce à ses élèves qu'il envoie à sa place un peu partout au Japon comme émissaire. Il sera finalement exécuté à l'âge de 29 ans, et même si sa rébellion a échoué, faute de participants et de moyens, il aura laissé une grosse empreinte pour les générations futures. Avant de descendre vers les destinées des gens plus ordinaires, on va s'attarder encore un petit moment sur un personnage qu'on oublie peut-être un peu trop injustement dans le manga, alors que c'est un héros national au Japon. Saigo Takamori, qui n'est pas un travelot comme dans Gintama, mais qui correspond à cette image du samouraï d'un autre temps qui lutte pour la survie de ce qu'il représente. Il s'est illustré au début de l'ère Meiji, donc techniquement après la fin du manga si on croise les faits, et a mené la rébellion de Satsuma, présentée d'une manière un chouïa trop hollywoodienne dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, mais qui a selon moi le mérite d'exister pour le public occidental. D'abord soutien à l'empereur, il finit par se retourner contre lui lorsqu'il comprend que son mode de vie est en danger avec la modernisation du Japon. Au cours de la bataille et de la défaite inévitable qui s'ensuit, faisant des milliers de morts, il finit par demander de se faire seppuku après avoir été gravement blessé au combat. Encore un qui a mal fini. Mais il portait ses corones. Non, je ne ferai pas cette blague. On va clôturer ce chapitre sur la personnalité de la haute société, mais avant ça, on va juste revenir sur le clan Yagu, et en l'occurrence d'un certain personnage au cachet qu'on connaît bien. La légende veut que le clan Yagu soit celui qui eut l'honneur d'enseigner le maniement des arbres à divers shoguns au cours de l'histoire. Mais leur heure de gloire a eu lieu lors de l'instauration de la dynastie Tokugawa, soit environ 200 ans avant les événements de la période du Bakumatsu. Le sabreur le plus connu de son clan, à savoir Yagu Jubei, est autant un personnage réel que fictif, d'où la difficulté d'en parler dans une vidéo qui analyse des faits avant les mythes. Le cache-œil en est un parfait exemple, tant il n'a jamais été prouvé que Jubei avait perdu un œil au cours de sa vie. Ce qu'on sait plus en revanche, c'est que c'était un homme, de petite taille, d'où un certain complexe qui a voulu que Sorachi s'en inspire pour créer la problématique de Kyubei dans le manga. D'autres légendes veulent qu'il soit affilié aux arts ninja, en plus de celui des samouraïs, ce qui explique les techniques de combat des membres de sa famille dans le manga, surtout quand on pense à Binbokusai, le grand-père de ces dernières. Enfin, Jubei est décrit comme un samouraï un peu rebelle vis-à-vis de ses devoirs envers sa famille, ce qu'on remarque également lorsque Kyubei tente de faire entrer Otae dans sa famille, elle qui n'est qu'une roturière à l'échelle sociale. Concernant la fin de sa vie et les circonstances de sa mort... Personne n'en sait rien.
Mais il y a plus d'histoires fictives sur Jubei que de faits véridiques. Alors, Pour finir sur cette vidéo qui est vraiment très riche en contenu, même si j'ai énormément survolé de passages sur des personnages et tout, je vais quand même rapidement détailler sur les quelques derniers personnages qui restent, même s'il y a des chances que j'en oublie. Là encore, soit parce que la vidéo serait trop longue, soit par incompétence. Et tu sais que ce sera sûrement la deuxième. Hattori Hanzo est un célèbre. Bah, tu dis plus rien? Alors c'est lui le fumier qui m'a fait rager pendant tout ce temps. Tu me déçois, Senzo. Bref, Hanzo Hattori est également une légende populaire, qui a vécu dans la même période historique que Jubei, mais lui, c'était un ninja, on est sûr. Il s'est révélé au cours de nombreuses batailles sous le commandement d'Ieyasu Tokugawa, le premier shogun, et également le plus respecté de la famille Tokugawa. Il s'est distingué par son talent mais aussi pour sa loyauté vis-à-vis de son seigneur, ce qui en fait un cas assez rare dans le milieu des ninjas. Il a également défendu les terres d'Iga au cours de la guerre du même nom face aux invasions. Ce qui permet de faire le parallèle avec les événements de l'arc de l'assassinat du shogun, bien que le contexte de l'époque soit très différent par rapport à celui du manga. Hiroka Genai n'était pas proprement parlé un inventeur de génie, mais davantage un scientifique, comme on pourrait désigner aujourd'hui, qui s'essayait à toutes sortes d'études, que ce soit dans la médecine, les arts ou diverses inventions méconnues. Il a vécu et il est mort bien avant la chute du shogunat, donc forcément, il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est qu'il a fini ses jours en prison pour avoir maladroitement tué son assistant au cours d'une petite colère. Comme quoi, les vieux dans la vraie vie, c'est pas toujours très rassurant. Shimizu Jirocho est une figure légendaire chez les Yakuza, connu comme le Robin des Bois japonais. Sa réputation veut qu'il ait été invaincu tout au long de sa vie, ce qui fait de lui l'un des plus grands escrimeurs de l'ère Meiji. J'ai envie d'en finir avec une phrase tout droit sortie de mon cul. La vidéo est vague, mais l'histoire est vaste. Donc si tu veux en savoir plus, tu sais quoi faire. Moi, pour le travail de recherche de cette vidéo et des autres, mon cerveau a pété plusieurs fois. En tout cas, merci à toi d'avoir vu cette vidéo et j'espère que tu as apprécié ma maigre contribution à cette vulgarisation de cette partie d'histoire passionnante qui est le Bakumatsu. Donc j'ai envie de te dire, bonnes vacances, si ce n'est pas déjà fini. Et à tantôt. Tchana. Prochain Gintaverse sur... Limite.